commencer, vous êtes déjà très nombreuses et nombreux à être connectés. Merci beaucoup. Euh, Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur le parcours marque employeur territorialisé. Je précise tout de suite que ce webinaire est enregistré. Il y aura donc un replay à l'issue. Ce parcours marque employeur territorialisé est porté par la région Nouvelle-Aquitaine. Il me permet de faire dialoguer les entreprises entre elles, mais aussi avec les acteurs de l'ESS et avec les territoires pour créer des dynamiques qui répondent aux enjeux de chacun, chacune et aux enjeux communs autour de l'attractivité, de la fidélisation des salariés notamment, de l'habitabilité et in fine évidemment du développement et de la dynamique du territoire, mais on reviendra bien entendu plus amplement dessus tout à l'heure. On est ensemble jusqu'à 12h30. On va vous donner dans un premier temps le cadre de ce parcours et la présentation un peu dans le détail de ce dispositif. Et puis ensuite, on passera à une partie plus sur des témoignages beaucoup plus complets pour que vous puissiez vous projeter dans cette démarche. Et ensuite, on gardera un temps assez long pour pouvoir répondre à vos questions à la fin du webinaire. Pour ma part, je suis Marie-Lise Hébert. Je suis avec vous pour vous accompagner tout au long de ce webinaire et pour veiller à son bon déroulé. Je travaille au sein de Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, qui est un centre de ressources financé par l'État et par la région pour vous outiller sur les questions de développement territorial dans sa globalité et dans tous les sujets, dans leur diversité que le développement territorial englobe. Peut-être plus précisément sur le déroulé que j'ai évoqué tout à l'heure, la présentation et le cadrage du dispositif durera en à peu près 20 minutes en tout. Après, on aura une demi-heure d'échange avec Léo et Victoria sur les témoignages, puisque ce sont des personnes et des structures et des organisations qui ont pu bénéficier de ce dispositif par le passé, qui vont pouvoir partager leur expérience. Et ensuite, une demi-heure pour vos questions. Donc tout de suite pour démarrer, je vais d'abord laisser la parole à Alain Darbon, élu de territoire de la région Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui, Alain, et je vais vous passer la main pour le propos introductif. Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, vous dire que j'ai la lourde responsabilité de représenter la région, donc le président Rousset, aussi Laurence Roued, vice-présidente en charge de l'aménagement du territoire. Donc, pour me présenter rapidement, donc je suis élu du territoire, élu référent, donc conseiller régional, élu référent du territoire Monts et Barrages. Donc, c'est un territoire situé au pied de la montagne Limousine, hein, à l'est de Limoges, entre Limoges et Vassivière, qui regroupe 3 communautés de communes, celle de Noblat, comité de communes de Noblat, Saint-Léonard de Noblat, Porte de Vassivière, avec évidemment son lac du nom éponyme, Émoutier, et puis Briançon-Combade. Je suis également président de la communauté de communes de Noblat et maire de Saint-Léonard de Noblat. Donc le parcours, je le connais plutôt bien, puisque on a lancé sur notre beau territoire le parcours marque employeur territorialisé. Et d'ailleurs, nous avons contribué à faire évoluer le dispositif justement en allant aussi sur l'ESS. Donc chacun connaît l'attachement du président Rousset à soutenir l'économie, et ce sur toute la grande région, puisqu'évidemment on a des pôles métropolitains avec Bordeaux en particulier, Poitiers, Limoges et d'autres, La Rochelle, mais je ne vais pas tous les citer, mais on a aussi les territoires ruraux, et sur lesquels on a souvent des fleurons industriels, des petites entreprises, hein, c'est rarement évidemment des nationales, mais c'est des entreprises qui ont parfois du mal à recruter, alors même qu'on a ce paradoxe aussi sur nos territoires, parfois de taux de chômage assez important. Donc, comment on vient faire coïncider une forme d'offre et de demande? On a une vraie question. Des territoires aussi qui souffrent parfois de déficit d'image. Et je prends le cas, j'ai un petit accent, non pas du Limousin, mais je suis jurassien d'origine. J'ai terminé mes études en région parisienne, une école d'ingénieur. Et quand j'étais à Paris, que je disais je suis jurassien, tout le monde me disait c'est joli. Quand j'ai dit je vais en Limousin, tout le monde m'a dit qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Et pourtant, je peux vous dire que c'est un très beau territoire dans lequel on vit bien, mais effectivement, il faut convaincre. Donc ce parcours, hein, il vise évidemment à aider les entreprises ou des associations dans le domaine de l'ESS et les territoires à vraiment activer leur attractivité et justement à essayer, si possible, de compenser ces déficits d'image
Les enjeux, ils sont à la fois pour les entreprises, évidemment, et Léo Cochin en parlera bien mieux que moi, d'améliorer leur visibilité, d'améliorer les valeurs qu'elles portent. Aujourd'hui, et plus comme quoi, moi, quand je suis sorti de l'école, et je parle aussi au nom de mes enfants, avant de s'engager sur un boulot, ils vont aussi chercher les valeurs que porte l'entreprise, le sens de leur travail, beaucoup plus qu'à regarder une simple rémunération. La qualité de vie, bien sûr, aussi, on regarde, on n'est plus des staccanovistes. Aujourd'hui, on a envie, évidemment, toutes ces choses qui va faire qu'effectivement, on va signer un contrat dans une entreprise qui a un besoin. Et par ailleurs, c'est dans quel territoire? Et là aussi, on revient, quand on dit Saint-Léonard-de-Noblat, quand on dit, voilà, parfois, on a l'impression d'être dans des mondes un petit peu perdus, avec les problématiques de logement. Mais d'ailleurs, je fais souvent la remarque, et nous, on a trouvé quelques solutions, Victoria en parlera. C'est parfois dans une image, je réponds souvent, c'est pas simple de se loger à Saint-Léonard-de-Noblat, mais je crois pas que ça soit forcément simple de se loger à Bordeaux non plus, ou dans les grandes villes. L'accès aux services, singulièrement à la santé aujourd'hui, puisque les gens, évidemment, quand ils viennent sur un territoire, ils veulent des services et c'est tout à fait légitime. Et j'aime parler des services au public avec, évidemment, l'école, la crèche, le collège, etc., les mobilités, mais aussi des commerces, évidemment l'animation et le sujet des mobilités. Voilà. Donc, il s'agit effectivement, je crois que c'est intéressant en termes de politique publique, puisque par ailleurs, au niveau de la région, on fait travailler 3 pôles, le DEVECO, la formation emploi et l'aménagement du territoire, effectivement, avec Laurence Rouette, qui est évidemment notre vice-présidente, très attachée à tous ces sujets. Moi, j'invite les territoires qui s'engageront. Il faut évidemment constituer une grappe d'entreprises, 4-5 entreprises, je pense que c'est le bon seuil. Il faut un portage, je crois, politique important. Il faut évidemment un engagement, et là aussi, Léo le dira, on a quelqu'un, Léo Cochin de l'entreprise Tronquet le dira, il faut effectivement des entreprises qui soient aussi motrices. Et puis, là aussi, que ça soit partagé avec l'ingénierie locale. Et nous, par rapport à notre territoire, on revient, c'était évidemment impossible de le porter ni à l'échelle de notre petite ville, ni à l'échelle de notre petite Comcom, mais plutôt à l'échelon du pôle d'équilibre des territoires ruraux, donc Monzé-Barrage, qui nous semblait une échelle pertinente dans des temps de mobilité aussi pertinents. On est à peu près à une demi-heure pour aller traverser le territoire quand il fait beau et qu'il n'y a pas de neige sur les routes. Voilà un petit peu. Le cadre du dispositif, donc il y a un appel en projet en cours. Vous pouvez candidater jusqu'au 1er juin 2026. En tout cas, c'est la date. Est-ce qu'il y aura des négociations possibles? Et puis, bien sûr, on travaille avec l'ARACT, on travaille avec la CRES, on travaille avec l'INAE. Il y a les tiers-lieux, puisqu'on avait aussi la chance sur notre territoire d'avoir un très beau tiers-lieu. Et là aussi, ça vient croiser différentes politiques publiques, en tout cas nous sur le territoire. Je pense que ça a été une relative réussite. Ce n'est pas une baguette magique, mais c'est un outil, puisque nous, en parallèle, on a aussi monté un comité local école-entreprise à la même échelle au niveau du PETR. On est engagé dans la démarche territoire zéro chômeur longue durée aussi. Et puis, de manière globale, on a de belles réflexions sur l'insertion. Voilà un petit peu ce que je peux dire et je reste évidemment à votre disposition pour répondre et puis aussi pour croiser, on vous communiquera nos coordonnées. Voilà, je vous souhaite un beau séminaire et merci à PQNA qui d'ailleurs, je invite ceux pour qui c'est la première fois, ça fait plusieurs fois et que je participe en tant qu'intervenant et aussi en tant qu'auditeur, c'est toujours très riche et voilà, de pouvoir croiser un petit peu les regards d'autres territoires. Merci à toutes et à tous et bon séminaire. Mais merci beaucoup, Monsieur Darbon, pour cette intro et votre soutien qui est indispensable, qui va nous permettre de travailler, d'accompagner les entreprises. Vous l'avez dit, c'est un programme qui est ambitieux, c'est un vrai challenge d'accompagner, de mobiliser des grappes d'entreprises.
Programme qui est désormais piloté par l'économie sociale et solidaire. Et donc, c'est l'endroit où je travaille. Je connais certaines personnes qui sont là. Pour vous dire rapidement, moi, je travaille sur les tiers-lieux. Donc, Alain Darban en a parlé, hein, ces espaces de travail partagé, collaboratif. Et le sujet parcours marque employeur territorialisé vient en écho, en fait, de ce sujet-là. Hein. Moi, je retrouve complètement mes petits et mes sujets dans ce dispositif, puisqu'on va parler du rapport au travail, on va parler du sens au travail, des conditions de travail, et voilà. Donc, je rajoute pas sur tout le contexte et les enjeux qu'Alain Darbon a bien décrits, pour aller plutôt sur, Sophie, peut-être démarrer sur la première slide. Donc, marque employeur, d'abord, de quoi on parle? Vous connaissez probablement le terme dans marque employeur. Alors, il y a le sujet marque. On va bien au-delà du marketing. Hein. C'est un terme voilà, qui fonctionne, mais en fait, l'idée, c'est de travailler sur les besoins et les attentes des salariés, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont envie de rejoindre ou de rester dans une entreprise. Et ça, c'est un vrai sujet, puisqu'en Nouvelle-Aquitaine, on a plus de presque 3/4 des entreprises qui ont des problématiques de recrutement par manque de candidature ou bien des profils qui ne sont pas adéquats. Et on a aussi un sujet de ce qu'on appelle la fidélisation, c'est-à-dire qu'on a un salarié sur 10 aujourd'hui qui cherche activement un autre emploi. Donc, c'est un défi majeur pour de nombreuses entreprises, a fortiori en Nouvelle-Aquitaine. Et pourquoi territorialiser, marque employeur territorialisée? L'idée, c'est de se dire qu'on va jouer collectif avec les acteurs du territoire et donc avec vous aujourd'hui, pour donner envie aux personnes de s'installer dans un territoire, de travailler et de vivre dans ce même territoire-là et de pouvoir y être bien. Merci Eugénie. Donc Sophie Capéran, je travaille au pôle data de la région Nouvelle-Aquitaine et en effet, par rapport à ce constat national, on a eu les mêmes constats en fait au niveau local auprès des retours qu'on avait notamment des industriels qui nous identifiaient des problèmes de recrutement, de pérennisation. Donc on a expérimenté une démarche qui a d'ailleurs été co-construite avec un groupe d'industriels et une communauté de communes du Haut-Limousin, donc dans le 87, pour pouvoir donc proposer une démarche d'accompagnement originale, à la fois sur la marque employeur en propre de l'entreprise, accompagner l'entreprise pour améliorer sa visibilité, les qualités de vie et conditions de travail, sa façon de recruter, de promouvoir aussi ses métiers, mais de travailler uniquement sur la marque employeur de l'entreprise, ce n'est pas suffisant pour faciliter l'accès à l'emploi, faciliter aussi l'accès aux entreprises. Et donc, le travail au niveau territorial, c'est la branche là que vous avez en vert, d'aborder les sujets de la mobilité, des services du quotidien, comment on vit sur le territoire, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ensemble pour faciliter en fait cette synergie, ce dynamisme. Donc, c'est toute l'originalité de la démarche que nous avons expérimentée de 2022 à 2025 avec comme cible à cette époque-là les entreprises industrielles. Puisque la démarche était issue d'un programme que vous connaissez probablement qui s'appelle Usine du futur. Et donc, dans les résultats de la première, ce qu'on va appeler la saison 1 du parcours marque employeur, hein, donc sur la période 2022-2025, ça a permis l'accompagnement de 43 industries et dans 7 démarches territoriales qui ont été accompagnées avec différentes phases. Une première phase de test sur le territoire du Haut-Limousin, puis une phase pilote dans Tulagglo, le pays Périgord vert, le Bocage-Bressuire dans les Deux-Sèvres, et les 3 derniers territoires d'expérimentation, donc Monts et Barrages, dont on a ici des représentants, le pays Périgord noir et vallée de la Dordogne corrézienne. Alors, en termes de premiers impacts sur le secteur des entreprises, on voit que ce qui est tout de suite mis en place, c'est des démarches en matière d'amélioration du recrutement. Comment on recrute et de toute une batterie en fait d'actions qui visent à faire connaître les métiers auprès des scolaires, mais aussi des nouveaux arrivants, des nouveaux salariés, donc des kits d'accueil, portes ouvertes, participer à des journées découvertes des entreprises et souvent des démarches aussi coordonnées entre entreprises.
L'axe formation est un axe très important. 50% des entreprises ont mis en place des actions sur ce domaine-là et ont aussi participé à des travaux sur la formation mutualisée, telle qu'on a pu l'aborder sur Monts et Barrages notamment. Les conditions de travail, on voit que 50% ont amélioré leur attractivité sur les postes de travail. 20% ont travaillé sur le développement de compétences et de parcours professionnels qui étaient nouveaux pour elles. Et puis, sur l'aspect valeurs et atouts de l'entreprise, ça aussi, c'est un socle très important, la culture d'entreprise. 98% des participants ont travaillé sur ces aspects-là et ont trouvé ça très important parce qu'en fait, ça permet d'avoir en fait un sentiment d'appartenance renforcé, de pouvoir se distinguer aussi des autres. Et ça a été vraiment bénéfique pour une grande majorité d'entre elles. Bien sûr, la dynamique territoriale, beaucoup l'évoquent aussi comme un atout et des actions aussi très intéressantes en matière de mobilité, de logement et travailler vraiment ensemble. C'est-à-dire que là, l'entreprise est aussi aux manettes pour participer à la réalisation de ces actions, à les rendre aussi très opérationnelles et répondre finalement à leurs problématiques du moment. Un effet induit aussi important, et ça on l'a vu, ce n'était pas forcément projeté dès le départ, mais on a vu qu'on rendait aussi visibles les dispositifs régionaux et notre accompagnement, nous, régions, auprès des entreprises et des territoires. À mi-parcours, sur cette première saison, on a fait réaliser une évaluation par un service interne de la région qui s'appelle Études prospectives et évaluation, qui est dirigé par Olivier Bouba-Olga, que vous connaissez peut-être, qui est chercheur par ailleurs, qui publie des articles et qui a d'ailleurs publié un article récemment dans Alternative économique sur ce sujet de attractivité versus habitabilité des territoires qui est très intéressant, que PQNA pourra peut-être vous passer par la suite. Et qui nous montre 3 enseignements plutôt utiles pour la suite de la mise en œuvre du parcours, qui est d'abord que l'entrée territoriale est pertinente, c'est-à-dire qu'une démarche marque employeur à la fois en interne dans les entreprises, mais avec les acteurs du territoire pour répondre aux enjeux de recrutement sur la garde d'enfants, l'hébergement, la mobilité, etc., avait du sens. Que la cible industrielle était réduite, et c'est ça tout l'objet de la saison 2, vous allez le voir, c'est d'ouvrir à tout type d'entreprise bien au-delà des industries, et parfois hors parcours territorial, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui ont suivi le parcours interne marque employeur sans aller sur les discussions avec les acteurs territoriaux, ce qui était un peu dommage. Et puis, cette approche de dialogue territorial qui, à mi-parcours, était assez restreinte, essentiellement descendante sur de l'infocom, sur les offres de services du territoire auprès des entreprises. Mais ça, c'était vraiment à mi-parcours, en fait, c'est un bilan à nuancer parce que les actions ont continué au-delà de cette évaluation et c'est justement ce que Sophie va vous décrire juste après. En effet, on voit que l'axe promotion territoriale, accueil de nouveaux salariés était vraiment le plus facile aussi à enclencher pour les territoires. Mais on a vu que d'autres sujets, notamment sur les 3 derniers territoires d'expérimentation, sur lesquels on a aussi peaufiné aussi notre accompagnement et le dispositif. Donc, en effet, on a ces sujets d'accueil de nouveaux salariés très prégnants, d'organisation d'événements d'accueil, comme sur le Bocage-Bressuire, ou également, on l'a vu sur Tulle agglomération. Des kits de promotion aussi du territoire, de promotion des services qui ont été mis en place suite à ces ateliers partenariaux qu'on a pu mener sur les territoires. Mais on voit que l'axe découverte des métiers, relations école-entreprise était aussi très important. Plus de 50% des territoires ont mis en place des actions de découverte des métiers auprès des scolaires, notamment via l'outil Cap Métier Tour, et puis aussi à destination des demandeurs d'emploi. Comment on fait découvrir l'entreprise, les métiers, et on facilite l'immersion des demandeurs d'emploi dans les entreprises. Ça a été le cas sur Vallée de la Dordogne corrézienne, dédiée donc à la filière bois, la démarche, mais aussi sur Monts et Barrages. La formation, 3 territoires sur 7 ont initié des actions sur le sujet, notamment, je vous en parlais tout à l'heure, sur la mutualisation des formations, qui se veut au plus près des salariés, éviter les déplacements loin pour faciliter donc l'accès à la formation continue dans les entreprises.
La mobilité, c'est un axe aussi qui ressort dans les actions prioritaires à mettre en place, notamment sur les sujets mobilité douce ou covoiturage, copartage. On l'a eu sur le bocage-bressuiré avec la mobilisation d'ailleurs d'acteurs de l'ESS, notamment l'association Les Ateliers du Bocage et Recto Verso, pour la mise en place d'actions de covoiturage, copartage, et aussi sur le développement d'initiatives locales pour la mobilité. Ça, c'est sur le territoire Pays Périgord vert. Le sujet de l'hébergement est abordé. Souvent, il est déjà traité, ou en tout cas, quand il ne l'est pas, ça va être sur l'angle de logement temporaire des apprentis, des apprenants et des stagiaires. Voilà les premières actions, en tout cas, mises en place sur les 7 territoires d'expérimentation. Alors, on va maintenant rentrer dans ce qui nous rassemble aujourd'hui, en tout cas qui est plus d'actualité sur cette nouvelle saison du PNET et ce qui change par rapport à ce qu'on vient de vous décrire avec Sophie. D'abord, c'est que c'est ouvert à toutes les entreprises, tout type d'entreprise, quel que soit leur secteur d'activité, quel que soit leur statut. Donc, on adresse les entreprises conventionnelles et les entreprises de l'ESS, donc y compris les associations, mais aussi bien entendu les coopératives, et les entreprises de toute taille, des TPE, des PME, des ETI et même des grandes entreprises. Sachant qu'on y reviendra, le parcours de l'ARACT est payant pour les grandes entreprises. On est parti du principe que généralement, ce sont des entreprises qui ont les moyens, en tout cas par rapport à des petites boîtes, de se payer une partie du programme. L'autre élément différenciant, c'est qu'on va partir sur la base du volontariat collectif. On l'a dit, on n'est plus sur de la démarche individuelle, on est sur de la base de grappes d'entreprises qui vont se mobiliser collectivement entre 3 et 5 entreprises et ou associations qui se mobilisent pour candidater et profiter de ce parcours. L'autre élément différent, c'est qu'on va vraiment muscler l'approche territoriale et collective du parcours. C'est-à-dire qu'au-delà de l'accompagnement en interne sur marque employeur, qualité de vie, conditions de travail, on va travailler sur de l'activation de coopération entre les entreprises, les acteurs de la grappe, entre elles déjà, mais aussi on va renforcer les actions d'interconnaissance et de coopération avec les acteurs publics et d'intérêt général de leur territoire. Dans une logique que l'on appelle, je ne sais pas si ça vous est familier, la RTE, la responsabilité territoriale des entreprises. L'idée étant d'aller un cran plus loin que la RSE, que vous connaissez probablement, la responsabilité sociétale des entreprises, qui vise à faire en sorte que les entreprises sont actrices de leur territoire. Je ne vais pas plus loin là-dessus, mais je pense qu'on pourra vous poster Élodie Lang de la CRES plein d'infos à ce sujet. C'est un sujet qui est suivi par un programme de recherche dans lequel justement le PMET est objet d'observation. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui nous guide, Alain Darbon l'a dit, hein, à la région de travailler sur des entreprises actrices dans leur territoire. Et puis pour finir, alors ce qui change, c'est que c'est porté par l'ESS, mais ce qui ne change pas, c'est que c'est toujours un projet très transversal. Vous avez donc on est toutes les deux aujourd'hui, Sophie et moi, pour vous présenter le parcours. Mais en réalité, il y a toute une autre équipe qui est mobilisée à nos côtés, que ce soit au niveau de la performance industrielle, Florence Rouffaut, qui a beaucoup travaillé sur la saison 1, qui est toujours là, l'économie territoriale, la direction des filières, la data, on a des collègues qui sont là, le pôle formation, évidemment, qui est là, mais on a aussi la communication, Eve, qui est aussi dans les participantes. Voilà, donc on est plusieurs domaines de compétences et c'est bien nécessaire vu le sujet. On va avoir besoin d'activer nos compétences d'équipe projet, mais avec nous, toutes les équipes territorialisées de la région, que ce soit dans le pôle d'Eveco, pôle formation, pôle data, qui sont des personnes sur le terrain, qui connaissent bien les acteurs, qui vont pouvoir faire du sur-mesure, du cas par cas dans l'accompagnement de ces grappes. Donc, un petit schéma pour matérialiser la nouveauté de ce parcours. Donc, on retrouve toujours l'accompagnement individuel de l'entreprise pour travailler sur sa marque employeur en propre et les qualités de vie et conditions de travail, avec notre partenaire qui était aussi là dans l'expérimentation, qui est l'ARACT, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, qui sont d'ailleurs présents dans la salle. Et la nouveauté, comme l'a dit Eugénie, là, on va vraiment insister là-dessus, c'est de pouvoir accompagner le groupe d'entreprises, la grappe d'entreprises, vers de la co-construction d'actions, de la mutualisation, favoriser la collaboration
entre elles. Et donc là, on a un nouveau partenaire qui rentre dans la danse, qui est le groupement Terre de COP, qui rassemble les têtes de réseau de l'ESS Nouvelle-Aquitaine, donc la CRES, on l'a dit, la coopérative des tiers-lieux, INAE, France Active, PQNA, donc pour accompagner voilà, ce sujet de la coopération en entreprise. Et on a toujours ce volet territorial où là, on mobilise les acteurs du territoire, les collectivités, les partenaires de la formation, de l'emploi, pour justement travailler sur des sujets qui sont au-delà de l'entreprise et qui vont faciliter le recrutement et l'ancrage sur les territoires. Donc là, en effet, on mobilise notre ingénierie région, comme on a pu le faire lors de l'expérimentation, mais aussi donc notre nouveau partenaire, Terre de COP, qui sera aussi à la manœuvre sur l'animation de cette démarche territoriale avec vous. Certains sont présents aujourd'hui. Vous, ingénierie du territoire et techniciens des territoires de projet. Alors, pour finaliser, donc comment on va faire ça? Alain Darbon l'a dit un peu en intro, on a lancé un appel à candidature. L'objectif, c'est de sélectionner au global et au niveau régional 5 GRAP, donc au moins 3 entreprises par GRAP. Et sur ces 5 GRAP, on va rechercher 2 GRAP dans 2 des 7 territoires déjà accompagnés. Donc la petite carte de début de présentation, on pourra y revenir si vous voulez, ou peut-être remettre dans le chat la liste des 7 territoires. L'idée étant de renforcer la dynamique qui a déjà été initiée, notamment la démarche collective, en associant une plus grande diversité d'entreprises, notamment des entreprises de l'ESS, des coopératives, des associations. Et on va rechercher 3 nouvelles grappes d'entreprises, donc dans tous les autres territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Les critères de sélection, sans surprise, d'abord l'engagement individuel des entreprises, c'est-à-dire leur disponibilité, leur capacité à se mobiliser, sachant que nous, la région, on va, avec les fonds européens, prendre en charge ce parcours-là. Donc, c'est gratuit, entre guillemets, pour les entreprises, mais ça va moyenner du temps humain mobilisé sur le projet, des équipes projets, donc souvent la DRH ou la personne, directement de chef d'entreprise dans les petites boîtes ou la personne en charge de la RSE, et aussi les équipes salariées. L'idée, c'est vraiment d'être sur une mobilisation en interne des entreprises, leur capacité à se mobiliser. Donc, c'est ça qu'on va regarder en premier. Le deuxième critère de sélection, c'est la dynamique collective au sein de la grappe, la composition d'abord de la grappe. On va regarder la diversité des tailles, la diversité des statuts, s'assurer que ça mobilise bien des entreprises conventionnelles ou classiques et des acteurs de l'ESS. Et puis, leur maturité coopérative. Donc là-dessus, on est très souple. On accueille volontiers des groupes, des grappes qui n'ont pas encore travaillé ensemble, mais qui pressentent un sujet commun, un enjeu de mutualiser, de partager des moyens, des compétences pour être ensemble plus lisibles, plus visibles, plus efficaces. Tout comme ça peut être des grappes avec des acteurs qui ont déjà des pratiques coopératives via un club d'entreprise ou une association ou que sais-je. Là-dessus, c'est très, très ouvert, puisque l'accompagnement qu'on va vous proposer vise justement à développer la maturité coopérative des grappes. Donc, on s'adaptera à chaque grappe. Le troisième critère de sélection, c'est l'ancrage territorial ou la cohérence entre le projet de la grappe et les stratégies territoriales existantes. Donc ça va venir chercher toute notre stratégie régionale qui a été votée récemment en plénière avec les contrats notamment de développement territoriaux. Les relations existantes ou projetées avec les acteurs territoriaux, notamment les acteurs politiques. Le portage politique est un plus, évidemment, qu'on va rechercher, mais là aussi, ça peut être quelque chose qu'on va aussi accompagner et renforcer durant l'accompagnement. Et puis donc au global, au niveau régional, on va rechercher évidemment une diversité sectorielle des grappes. Si on a une grappe sur la filière bois, on ne va pas en reproduire 2 autres à côté, mais surtout l'équilibre territorial avec une priorité donnée à la ruralité, ruralité et périphérie. Ce qu'on va sortir, en tout cas, c'est plutôt la métropole ou le cœur d'agglomération, mais on va plutôt être sur des démarches qui sont sur du périurbain et du rural. En termes de calendrier, ça va aller très vite. C'est pour ça qu'il y a un petit niveau, pas d'urgence, mais en tout cas, de tempo à avoir en tête, puisque l'appel à candidature est ouvert depuis le 1er mars et jusqu'au 1er juin. Les sélections se font au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on va avoir un premier niveau de sélection qu'on va faire mi-mai avec nos élus référents. Alain Darbon l'a dit, Laurence Roued, mais aussi Karine Desroses,
qui sont sur ce sujet. Et Andrea Brouille, j'oubliais, notre VP au développement économique, qui porte fort le parcours marque employeur. Et un accompagnement d'une durée globale de 1 an. Alors, ce sera du cas par cas, encore une fois, hein, l'accompagnement que Sophie vous a projeté là sur 3 briques. L'accompagnement en interne dans l'entreprise, c'est environ 10 jours. L'accompagnement de la grappe, c'est environ 3 jours. Et l'accompagnement avec les acteurs territoriaux via des séminaires, c'est environ 3 jours également. Voilà, mais tout ça va s'échelonner sur environ 1 an pour chaque grappe. Et ce sera du cas par cas en fonction des territoires. Donc, gros enjeu de diffusion. C'est aussi pour ça qu'on organise ce webinaire auprès de vous. Car voilà, si vous avez en effet connaissance sur votre territoire de grappes d'entreprise, de stratégies aussi en ce sens pour améliorer le recrutement, l'ancrage territorial, travailler à de la collaboration entre entreprises et acteurs locaux. Donc voilà, n'hésitez pas à diffuser, à mobiliser les entreprises pour candidater. Nous vous avons mis là, et on vous le retransmettra aussi à l'issue du webinaire, les outils de com qu'on a mis en place. Donc, sur la page web dédiée à ce parcours que vous avez dans le lien et qu'on met à jour régulièrement. Donc, c'est vraiment le lieu où aller chercher l'information la plus à jour. Ça sera sur cette page web. On a mis en place aussi une adresse générique pour pouvoir poser toutes vos questions sur cette adresse email. Et puis, bien sûr, nos contacts à nous, pilotes du parcours, mais on vous transmettra la cartographie des référents de la direction de l'économie sociale et solidaire qui sont à la manœuvre aussi sur les territoires et aussi la carte des chargés de mission territoriaux de la DATAR qui vont être vos référents sur chaque territoire en question et on pourra donc répondre à toutes vos interrogations et n'hésitez surtout pas à nous contacter bien en amont. Si en effet vous avez déjà des grappes d'identifier ou des entreprises un peu isolées qui aimeraient collaborer avec d'autres, on peut en effet se mobiliser aussi pour vous aider à agrandir cette grappe, à mobiliser des acteurs nouveaux. Voilà, donc c'est très ouvert. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jenny et Sophie, pour cette présentation très claire de ce dispositif. On voit vraiment, je trouve, dans votre présentation, comment tout est articulé entre les enjeux propres aux entreprises, effectivement, en termes de recrutement, de fidélisation, mais comment, en fait, est-ce que ils sont très liés à des dynamiques plus globales de territoire, comment le collectif permet effectivement cette articulation. Et comment la création d'une dynamique commune sur l'habitabilité et le vivre sur un territoire et y travailler, en fait, est bénéfique à toutes les organisations et à tous les acteurs. Donc ça, c'est vraiment une force, c'est quelque chose d'intéressant, effectivement, et comment renforcer ces coopérations avec l'appui de partenaires. Donc j'ai trouvé ça en tout cas très clair, mais n'hésitez pas si vous avez des questions encore une fois. Nous allons maintenant passer à la partie témoignage et donc nous accueillons Léo Cochin et Victoria Martin. Peut-être, donc merci déjà à tous les deux d'être venus, d'avoir accepté de témoigner. Vous avez bénéficié de ce parcours marque employeur territorialisé par le passé. Vous allez pouvoir nous raconter un peu votre expérience. Peut-être avant de démarrer, Victoria puis Léo, si vous voulez bien, en 2 mots, vraiment rapidement, vous présenter très rapidement votre organisation, votre structure. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Marie-Lise. Du coup, pour démarrer, Victoria Martin, je suis chargée de mission emploi-formation au Pays Monts et Barrages. Comme le disait Monsieur Darbon, qui est un territoire situé à l'est de la Haute-Vienne, composé de 3 communautés de communes et 34 communes. Je ne vais pas les détailler puisque vous l'avez déjà fait, mais donc on est une structure avec plusieurs services qui accompagnent en fait les communautés de communes en fait qui nous confient d'abord des missions qui concernent plutôt l'environnement, les activités de pleine nature, tout ce qui va être aussi de la culture. Donc du coup, pays d'art et d'histoire, on a un volet gestion de fonds européens, l'accompagnement des projets publics et particulièrement le service développement économique, donc avec ma collègue Tiffaine qui est juste à côté, qui elle est en charge vraiment du développement éco et qui participe au parcours marque employeur et moi-même sur l'emploi et la formation. J'en dirai pas plus.
Merci Victoria. Léo, si vous voulez bien vous présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis Léo Cochin, je suis le directeur industriel des porcelaines Coquet à Saint-Léonard-de-Noblat. On fabrique de la porcelaine, comme c'est indiqué. On est 80 personnes sur le site, avec un total dans l'entreprise de 100 personnes avec les fonctions support que sont le commerce, le marketing et la comptabilité, qui sont en partie basées à Paris et une autre partie basée à Saint-Léonard-de-Noblat. Donc 80 personnes sur le site pour tout fabriquer, du début jusqu'à la fin, de la réception des matières premières jusqu'à la transformation et l'expédition chez nos clients dans le monde entier. C'est 80 personnes qui font du travail manuel avec un savoir-faire qui s'apprend quasiment que sur place. Quelques formations existent, mais peu. Donc, on a besoin que nos salariés restent chez nous le plus longtemps possible, puisque on a des temps de formation qui sont très longs. Un décorateur sur porcelaine, par exemple, ça va être au moins 4 à 5 ans pour qu'il arrive à maîtriser une bonne partie des techniques. Et après 10 ans d'expérience, ils apprennent encore des choses. Voilà. Merci beaucoup pour ces présentations. Est-ce que vous pouvez nous dire, Léo, les raisons qui vous ont poussé à postuler au parcours marque employeur territorialisé? Et puis ensuite, Victoria, comment est-ce que vous, de votre côté, qu'est-ce qui vous a incité à rejoindre ce dispositif? Et nous dire si ça correspondait à peut-être, vous avez commencé un peu à l'évoquer, Léo, mais si ça répondait à des enjeux en particulier, des difficultés. Vous avez déjà commencé, mais je vous laisse poursuivre. Ça répondait à plusieurs enjeux. On a commencé, pour raconter un petit peu l'histoire, en 2020, fin 2019, à postuler à ce parcours parce que l'entreprise était dans une situation un petit peu délicate avec des résultats plutôt moyens, quelques pertes financières. Il y avait à l'époque 60 personnes en production, allez, entre 50 et 60 personnes en production. L'entreprise avait un chiffre d'affaires de 4 millions, 4 millions 5 et vivoter. Donc, on a postulé pour rentrer dans le parcours Usine du futur, dont vous avez évoqué tout à l'heure l'existence, que je recommande à tout le monde, pour essayer de faire un état des lieux de comment est-ce qu'on fabriquait, qu'est-ce qu'on produisait et où est-ce qu'on pouvait aller. Et effectivement, on a commencé à mettre le pied dans l'amélioration continue et dans la remise en question de nos habitudes de fabrication. Parce que quand vous avez un auditeur qui vient vous voir, qui vous dit pourquoi vous faites ça comme ça, pourquoi vous faites ça comme ça, souvent la réponse c'est oui, effectivement, on fait comme ça parce que ça a toujours été comme ça. Et alors, on apprend à se remettre en question et c'est le début un petit peu de l'amélioration. Pour essayer de pas trop parler et d'être assez succinct, on est passé aujourd'hui à un chiffre d'affaires en 2023-2024 de 9 millions d'euros, voire 10. Donc on a vraiment évolué. On a, je vous l'ai dit tout à l'heure, 80 personnes sur le site. On a beaucoup de personnes qui sont parties à la retraite et on a réussi à les remplacer et à continuer de travailler avec le même niveau d'exigence et de savoir-faire. Donc, une fois qu'on a eu fini le programme Usine du futur, on a poursuivi avec effectivement ce parcours marque employeur. Parce que la raison principale, c'était de savoir quelles étaient les attentes des salariés et comment est-ce qu'on pouvait faire pour les garder. Aujourd'hui, la plupart de nos métiers sont des métiers longs à être formés. On travaillait avec des intérimaires il y a 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, on n'a plus du tout d'intérimaires, on n'a que des CDD et des CDI. On a un seul CDD en ce moment et qui va se terminer, qui est passé en CDI, là, d'ailleurs, qui est passé fin mars. Parce que la volonté, c'est de garder les gens pour qu'ils soient formés, qu'ils s'impliquent dans la structure, qu'il y ait une réelle cohésion. Tirer vers le haut. Merci Léo. On pourra revenir tout à l'heure pour que vous puissiez développer un peu encore plus les impacts de ce dispositif sur votre structure. Victoria, qu'est-ce qui vous a incité à rejoindre ce dispositif de votre côté? Plusieurs éléments. Le premier, c'est des enjeux communs qu'on a sur les territoires, enfin, au sein de nos entreprises, avec des besoins en ressources humaines, que ce soit les recrutements et turnover, la fidélisation qui revenait quand même beaucoup au sein de différents secteurs d'activité dans nos entreprises, les besoins de formation, mais également de développer des liens sur le territoire. Ce sont des entreprises qui, pour le coup, étaient peu connues avant et qui aujourd'hui sont en train de se faire connaître. Donc, c'est des choses qui sont aussi importantes. Le deuxième point, c'est le fait que ce soit une démarche en fait, qui corresponde aussi à la dynamique de notre territoire.
puisque au départ de mes missions sur tout ce qui est, on va dire, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales, on a mené en fait différentes études de filière bois, café, hôtel, restaurant, économie sociale et solidaire, donc ce qui a fait qu'il y a déjà eu des accompagnements sur des secteurs d'activité et pas que, puisqu'on a pu déployer des instances sur le territoire pour permettre l'accompagnement plus global, donc comme le disait Monsieur Darboux, avec le comité local école-entreprise qui lui a été lancé dès 2023, une réflexion de développement d'un réseau d'hébergement à destination des apprentis, des stagiaires, des saisonniers, qui a été lancé donc en réflexion en 2023 et lancé en phase de test en 2024-2025. Un accompagnement d'associations par le biais d'un dispositif local d'accompagnement collectif, quasi en même temps que le parcours marque employeur. Donc, ce qui fait quand même pas mal d'éléments qui se sont croisés, et avec Territoire zéro chômeur de longue durée et le droit à l'emploi qui a démarré bien avant en 2019, qui apporte déjà une dynamique. Donc, c'est pour ça déjà qu'on s'est lancé aussi dans le parcours marque employeur, mais également plusieurs entreprises du territoire qui avaient aussi la volonté de partir en fait dans cet accompagnement-là et qui pour le coup avaient pu être rencontrés aussi par nos référents régionaux, donc Monsieur Darbon et Madame Plazanet, pour pouvoir aussi postuler par la suite au parcours marque employeur. Donc, ce qui nous a donné aussi cette volonté politique territoriale pour pouvoir partir sur la première expérimentation. Merci. Est-ce que vous pouvez, Victoria, dans la continuité de ce que vous venez d'expliquer, nous dire qu'est-ce que vous avez mis en place, comment s'est passé concrètement l'accompagnement une fois que ça a démarré, et concrètement, voilà ce que vous avez pu mettre en place, puisque vous, du coup, vous étiez du côté de l'accompagnement plutôt du territoire, et ensuite, comme ça, Léo, peut-être vous pourrez nous parler de l'accompagnement de la RACT, en fait, plus côté entreprise. Pas de souci. Donc, l'accompagnement a démarré en fait dès début 2024, en février, donc plutôt sur le volet technique, donc en interne avec la mise en place d'une équipe projet au sein du Pays Monts et Barrages. Donc, on était 3 techniciens, chefs de projet du Pays Monts et Barrages, chef de projet de développement économique et chargé de mission en formation, en lien donc du coup avec l'ingénierie de la région pour nous accompagner et la RACT, pour pouvoir co-construire ensemble l'accompagnement territorial qui pourrait être mené. Donc, à l'intérieur, il y avait un autodiagnostic d'abord de nos territoires, donc de nos 3 comités de communes et du PETR, donc en tant que structure, quels sont les services qu'on a déjà sur notre territoire, les manques. Donc, ça nous permet déjà d'avoir une base de travail sur qu'est-ce que notre territoire offre, quels sont les manques et comment on peut les améliorer. Donc, ça va nous permettre un petit peu d'avoir une base qui est évidemment après en fait confronté et on va dire plutôt comparé aussi avec les besoins des entreprises et leurs attentes du territoire. Donc ça, pour le coup, on a eu 4 rencontres qui a pu être organisées à compter d'avril 2024. Donc en avril, ça a été le lancement, première rencontre entre les entreprises et les élus de notre territoire et les partenaires clés donc de la région et la RAC particulièrement, pour pouvoir présenter les enjeux de notre territoire et des entreprises locales afin d'identifier par la suite nos atouts, nos freins et les attentes qu'on a dans ce parcours marque employeur. Donc ça, c'est vraiment un premier lien. Donc quand je dis entreprise, je le précise. Donc on a les 3 entreprises qui sont de la grappe originale du parcours marque employeur qui était, mais également on a pu associer d'autres entreprises industrielles de notre territoire et les associations employeuses qui pour le coup étaient aussi déjà dans une dynamique dans le sens donc du coup de déploiement et de se faire connaître, de travailler en coopération. En juin, on a eu notre premier séminaire qui a permis en fait de travailler à l'identification de plusieurs actions qui pourraient être mises en œuvre sur notre territoire en lien avec les atouts, les freins qu'on a pu identifier précédemment et également prioriser ces actions. Donc, je vous les détaillerai juste après pour pas tout mélanger. En septembre, on a eu donc le 2e séminaire qui nous a permis en fait de développer en fait les fiches actions de chaque action retenue. Donc il y en avait 4 en totalité, 5 pardon, qui nous a permis donc du coup de travailler pour le coup avec les acteurs clés de ces différentes actions, c'est-à-dire ça va être les acteurs de l'emploi, les acteurs de la formation qui ont été ajoutés à ce moment-là pour pouvoir travailler en coopération sur des calendriers de mise en œuvre par la suite. Et enfin, en décembre, on a eu un épilogue qui nous a permis en fait de faire la restitution de l'accompagnement, autant le témoignage des entreprises de comment ils ont pu vivre cet accompagnement,
comment le territoire l'a vécu, en faisant aussi un recoupement avec la responsabilité territoriale des entreprises, pour le coup, puisqu'on a un territoire qui est suivi dans le cadre de la chaire ESS, avec Sciences Agro Bordeaux sur ce volet-là. Donc, on a fait venir un chercheur pour pouvoir parler de ça, et les associations ont pu témoigner. Et pour vous en dire un peu plus sur les actions, en tout cas identifiées à mettre en œuvre, on avait donc un premier chantier sur des portes ouvertes coordonnées sur des entreprises donc sur notre territoire, à destination de 2 cibles. La première, donc les demandeurs d'emploi, et la deuxième à destination des scolaires et des familles. Donc du coup, deux fiches actions, donc une en lien avec le droit à l'emploi et la deuxième en lien avec le comité local école-entreprise. Un deuxième chantier clé qui est sur la formation au plus près des salariés pour permettre de mutualiser et territorialiser des formations sur notre territoire. Et le dernier chantier qui était la structuration d'une offre de services attractive à destination des salariés et des entreprises, autant sur les services publics qui sont proposés sur notre territoire, mais également sur des services privés qui pourraient être proposés de type une conciergerie territoriale. Voilà, en tout cas, sur comment ça s'est organisé. Merci Victoria. Léo, je vous laisse continuer. Donc nous, de notre côté, on a été accompagnés par l'ARACT, effectivement, sur différents sujets, avec des entretiens, je dirais, collectifs au sein de notre entreprise. On a commencé par des journées entières où on a mobilisé une dizaine de personnes. Après, c'est un petit peu à la carte en fonction de chaque entreprise, où on a essayé de trouver différents profils. Donc il y avait des responsables d'atelier, il y avait des employés, il y avait des ouvriers, du commerce, du marketing, de la production, à différents steps, qui nous a permis de regrouper différents points de vue sur la vision qu'ils avaient de l'entreprise, du fonctionnement, et ensuite de ce qu'ils auraient besoin. Parce que c'est la vraie question, c'est de quoi est-ce qu'ont besoin les différents salariés à leurs différents niveaux. Et ensuite, on essaie d'y répondre pour que chacun puisse pouvoir avancer. Les besoins, c'est pas forcément des besoins personnels, c'est aussi des besoins dans le travail. Un employé qui est toute la journée à son poste de travail, il a besoin de savoir si son travail il est correct, si l'entreprise va bien, si l'entreprise facture ses clients, s'il n'y a pas de retard client, si les paiements sont bons. Il a besoin d'avoir toutes ces informations-là. Et on doit lui parler avec des informations qu'il peut comprendre. Au départ, je suis arrivé dans cette entreprise, il n'y avait pas du tout d'indicateurs qui étaient communiqués à l'ensemble de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise va bien, pas bien? Pas d'informations. On a essayé de mettre des choses en place avec nos moyens, nos deux bras, et on s'est dit, bon, bah voilà, on va communiquer sur le chiffre d'affaires qui est réalisé par mois, c'est intéressant, et ça permet au moins à chacun de savoir où ils en sont. Très bien. Sauf qu'on parle en milliers d'euros, voire en centaines de milliers d'euros, à des gens qui ne les voient pas et se disent, bon, bah, l'entreprise, elle facture 400, 500 000 euros par mois, c'est super, on doit être riche. Non, c'est pas le cas. Il y a aussi beaucoup d'argent qui sort, donc il faut aussi expliquer quelles sont les factures qui sortent, quels sont les paiements, ce qu'il y a comme taxe, ce qu'il y a comme charge, et ensuite rationaliser et revenir à un élément factuel qui est, OK, pour atteindre l'objectif et que l'entreprise se porte bien et fasse des bénéfices, chacun a besoin de faire ses 20 pièces par jour, ses 50 pièces par jour pour que on puisse arriver tous à l'objectif. Donc tout ça, il faut essayer de le mettre en forme et de le présenter de manière, pas ludique, mais de manière intelligente. Donc ça, c'est la conclusion des entretiens que nous avons eus avec l'ARACT, et que la communication, elle est très importante. Alors, ça a ses limites, après, il y a des choses qu'il faut savoir expliquer et d'autres pas, mais en tout cas, de bien présenter les choses et que chacun se comprenne, c'est essentiel. On a des bureaux à Paris de marketing qui disent, bah, moi, je veux toutes les pièces du catalogue pour pouvoir faire des photos. OK, sauf que toutes les pièces du catalogue, ça représente chez nous 14 ou 15 000 pièces, donc il faut se rendre compte, donc comment est-ce qu'on fait? Donc c'est ce dialogue-là dont on a besoin d'avoir, et que tout le monde comprenne les problématiques des autres, parce que il y a des métiers où on ne se croise pas. Dans une usine de 80 personnes, il y a des gens qui ne se voient pas de l'année parce qu'ils sont dans des ateliers séparés ou qui sont à des postes différents. Ils ont besoin de se comprendre sur la façon dont chacun travaille et pourquoi est-ce qu'on le fait. Donc on est obligé de l'expliquer, et vraiment, ces réunions-là ont mis ça en avant. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Et donc l'objectif ensuite, c'est de répondre un maximum à ces questions-là. On a découlé la mise en place de réunions quotidiennes chez nous, hebdomadaires, où chaque semaine,
moi, je vois tous les responsables d'atelier en leur expliquant les différents chiffres, les différents choix de l'entreprise, les décisions stratégiques, mais aussi aux décisions micro qui sont le changement d'une estampille, la visite d'un client, qui passe cette semaine, pourquoi et quel est l'objectif. Et ensuite, tout ça, c'est redescendu dans chaque atelier après le même jour pour que tout le monde ait le même niveau d'information et être le plus transparent possible, en tout cas. En tout cas, la communication, ça a été un des gros leviers de nous d'action. Et ensuite, c'était de comprendre ce que chacun venait chercher dans le travail. Euh, et pour la plupart, ça a mis en place quelque chose qui nous a permis d'axer notre recrutement ensuite vers différents profils en se disant, voilà, ces gens-là, ils viennent chercher ce que nous, on peut leur donner, ils vont rester chez nous pour que chacun trouve son équilibre. Et après Covid, c'est encore plus vrai, je dirais. Merci beaucoup pour ces retours d'expérience. Je retiens plusieurs choses de vos témoignages. Déjà, vous avez parlé d'autodiagnostic Victoria tout à l'heure, Léo. Vous aviez évoqué le fait de se remettre en question. Ce que je retiens notamment, c'est que ce dispositif permet quand même une prise de recul, une prise de hauteur en fait sur les pratiques, de remettre à plat un peu l'existant pour savoir de quoi on part et vers quoi, avant de se demander vers quoi est-ce qu'on veut ou on peut aller. Donc ça, c'est déjà ce qui nécessite aussi du temps, j'ai entendu, 4 journées, des rencontres du côté du territoire, des journées de séminaires du côté de vous, Léo, et de l'entreprise. Donc, il faut quand même consacrer du temps à cette démarche pour qu'elle soit productive, ce que j'entends aussi. Et cet enjeu vraiment du collectif, de la rencontre, des échanges de points de vue différents, de comprendre les enjeux de chaque partie prenante pour pouvoir enrichir la réflexion et aller vers des dynamiques communes. Vous avez commencé un petit peu à en parler, Léo, sur les suites de ce dispositif, puisque vous évoquiez comment les réunions se déroulent maintenant et ce que vous communiquiez et votre enjeu notamment sur la communication. Est-ce que vous avez des éléments pour compléter ce qui s'est passé ensuite, après cet accompagnement dans le cadre de ce parcours? Puis les Victoria, même question ensuite pour vous. Euh, Est-ce que vous pouvez répéter juste la fin, pardon, de votre question? J'ai pas entendu. Est-ce que vous La pouvez question, répéter vous juste la voulez? fin? Ouais. Ouais. La fin, je disais, si vous vouliez bien compléter sur les suites, sur ce que vous avez pu mettre en place suite à ce parcours, sur ce qui vous a apporté. Je disais que vous aviez commencé à y répondre déjà avec les réunions hebdomadaires, mais si vous aviez des éléments Plus. en complément. Voilà. Parce que j'étais sur ma réponse de votre première partie de la question, où effectivement il faut du temps, il faut du temps et de l'envie. Et pour être très clair avec tout le monde, et je pense que c'est commun parce que je l'ai déjà entendu dans d'autres séminaires sur le lean manufacturing, où à chaque fois qu'on a une réunion de ce type-là, personne n'a envie d'y aller, personne n'a envie d'aller à cette réunion pour discuter de ça. Sauf que une fois qu'on a fini cette réunion, on est tous très contents d'y être allés parce que on a tous passé du temps à réfléchir à autre chose, à avoir une autre vision, et il en ressort toujours de très très bonnes idées et des choses à mettre en place. Donc on se dit toujours oui, pendant ce temps-là, on n'avance pas sur notre charge de travail actuelle, on l'a toujours, la charge mentale elle est là, mais elle permet de débloquer beaucoup de situations qui sont bloquées, qui sont un peu engluées dans justement cette remise en question qu'on a toujours du mal à faire. Et, euh, et je dirais que ça nous a beaucoup appris, en tout cas, à nous tous qui avons fait ces formations-là et ces échanges-là. Euh, la courbe du changement, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une courbe qui est très importante, que ça soit personnel ou professionnel, où quand on a un changement, quel qu'il soit petit ou grand, on a du mal à l'accepter au départ et on finit toujours par l'accepter, mais on passe toujours par une phase où on n'a pas envie et on est contre le changement. On le repousse. Et ça nous a vraiment appris ça, de se dire, bon, on a besoin de changer rapidement et de s'adapter. Je vous parle de cette réunion justement que l'on fait tous les lundis. Elle est très évolutive et depuis que je suis là chez Coquet, on l'a changé au moins 7 ou 8 fois de forme, je dirais tous les 5 ou 6 mois parce que nos besoins changent, notre marché change et on doit s'y adapter. Et si on n'est pas capable de le faire rapidement, on ne répond pas aux attentes du marché. On avait un portefeuille de commandes les 3-4 dernières années qui était très important avec une vision à 6 à 8 mois de carnet de commandes. Aujourd'hui, dans notre portefeuille de commandes, depuis 4 mois, on a moins d'un mois de visibilité.
Donc forcément, on ne travaille pas pareil, et si on ne s'adapte pas rapidement, on va vite dans un mur, parce qu'on ne doit pas produire de la même façon. Aujourd'hui, avec moins d'un mois de visibilité, notre objectif principal, c'est de livrer le plus vite les commandes aux clients. Donc ça veut dire faire transiter la pièce du début de la chaîne jusqu'à la fin le plus rapidement possible. Et, si on y visualise comme si c'était un tuyau, notre pipe de production, il faut que le tuyau soit le plus court possible. On n'a pas besoin d'un tuyau très gros, on a besoin d'un tuyau qui soit le plus court possible avec les 10 ou 15 000 références dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on doit faire un minimum de stock, mais sur des pièces qui fonctionnent, sur nos best-sellers, et on doit arriver avec nos pièces qui tournent le peu, à les faire arriver le plus vite au bout. Donc, on adapte ces réunions-là en se disant, bon, voilà, on va parler de la chose principale, qui est les manquants, puisqu'ils sont peu nombreux. Les manquants, ça veut dire les pièces qui ne sont pas disponibles pour le client, et ça va être le sujet principal de la réunion pour faire avancer le plus vite possible ces pièces-là. Et que tout le monde soit au courant, dans tous les ateliers, de la priorité de la semaine. Et on résout les problèmes comme ça dans la semaine, pour que la semaine suivante, on résolve les problèmes suivants. Et ça nous permet vraiment de nous adapter. On a mis en place ce type de pratique. On a mis en place un recrutement, ça c'est pour la partie production. Notre grosse partie RH qu'on a pas résolue aujourd'hui, mais principalement résolue, c'est effectivement d'identifier quels sont les bons profils qui veulent venir travailler chez nous. Les bons profils qui veulent rester chez nous 5 à 10 ans, c'est des gens qui sont du territoire, qui n'habitent pas forcément très loin. Le coût du carburant, du déplacement aujourd'hui, il est important. Les gens veulent de la flexibilité, donc on a adapté nos horaires de travail aussi. On est assez flexible sur ça parce que ça ne nous pose pas de problème en production. On a des gens qui aiment bien travailler de bonne heure le matin, donc qui commencent à 6h45 et qui finissent à 15h15. Donc pour eux, c'est vraiment un confort de vie, c'est-à-dire que du lundi au jeudi, ils font 6h45, 15h15. Le vendredi, 7h, 11h. Et à 11h le vendredi, ils ont terminé. Donc, ils ont leur vendredi après-midi, le samedi, le dimanche. Pour la plupart des gens qui avaient l'habitude de travailler dans la grande distribution, dans l'alimentaire, dans d'autres entreprises, ils sont très contents de venir chez nous et de se dire, ben voilà, j'ai du temps pour moi aussi, pour mes enfants. 15h15, ils ont presque une heure avant d'aller chercher leurs enfants, s'ils ont des enfants en bas âge à l'école, et ils ont le temps de faire autre chose après. Voilà, je vais citer quelques exemples, il y en a d'autres, mais voilà les principaux. Merci beaucoup Léo pour ces exemples très concrets qui nous permettent de nous projeter vraiment dans ce que peut induire ce dispositif. Après, j'imagine que pour chaque entreprise, les solutions déployées sont différentes, mais en tout cas, ce que ça permet, si j'entends bien, c'est se questionner sur comment faire au sein de mon entreprise, qu'est-ce que les salariés veulent, voilà, après cet échange de points de vue. Donc, finalement, voilà, c'est cet accompagnement qui permet après des solutions très concrètes, en fait, déployées au sein de chaque entreprise. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous alliez dire quelque chose? Que le salarié ait son côté personnel et que l'entreprise arrive à atteindre ses objectifs. Bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, l'articulation entre les objectifs de l'entreprise et de chaque personne. Tout à fait. Victoria, les suites pour vous de ce dispositif? Oui, 2025 a été une année assez importante pour la mise en œuvre des actions qui ont été identifiées, dont la première, donc les portes ouvertes coordonnées des entreprises du territoire, donc à savoir que sur le volet scolaire, ça a été rattaché particulièrement donc, au comité local école d'entreprise où on a plutôt mis en place des parrainages de classe de 3e, où d'ailleurs l'entreprise Coquet a participé en 2025 en tout cas sur ce volet pour faire découvrir leur métier par le biais de visites d'entreprise et d'interventions à classe plutôt pour parler d'abord métier et après parcours professionnel, comment on arrive à faire ce métier-là avec des parcours, on va dire, classiques pour entrer dans ce type d'entreprise, mais pas que, avoir des parcours atypiques qui sont aussi intéressants pour montrer aux jeunes qu'on peut se tromper, parce qu'ils ont le stress aussi de passer les examens et de faire leur choix professionnel déjà à 14 ans. Ensuite, on a le volet, donc, du coup, demandeur d'emploi, où là, ça a été une action qui a été co-animée, on va dire, organisée par le PETER, mais co-animée avec l'ARACT, France Travail, l'IRIP et donc, du coup, l'animatrice du droit à l'emploi, pour qu'on puisse, en fait, en première étape, préparer les entreprises à accueillir des salariés, enfin des personnes, des futurs salariés peut-être, en tout cas, pour savoir comment on se prépare quand on ouvre nos portes, préparer les demandeurs d'emploi sur une journée complète en délocalisant aussi des outils de France Travail, donc détection de potentiel typiquement, et en préparant
les demandeurs d'emploi l'après-midi, particulièrement aux entreprises qui vont visiter. Et ensuite, il y a eu 3 jours de visite, 3 demi-journées de visite, puisqu'il y avait 3 entreprises participantes et un bilan qui a été fait avec les demandeurs d'emploi. Donc, ce qui a poussé donc, du coup à une douzaine de participants. Il y a eu des demandes d'immersion et également, il y a eu un contrat CDD qui s'est terminé en CDI quelques mois après. Donc, c'est déjà une première porte et c'est quelque chose qu'on a pu partager aussi avec la vallée de la Dordogne corrézienne pour pouvoir aussi partager la méthodologie de ce projet-là. Sur le volet formation, donc c'était aussi un chantier à travailler donc avec 6 entreprises industrielles de notre territoire pour essayer de mutualiser des formations sur notre territoire, autant entre entreprises, donc au sein des entreprises, mais aussi avec nos organismes de formation existants sur le territoire, puisqu'on a le tiers-lieu d'escalier et un autre organisme qui s'appelle Relief, qui peuvent proposer donc du coup tous les deux des formations différentes. Donc il y a eu 2 enquêtes sur les besoins des formations qui ont été faites avec ces entreprises-là, 2 réunions de travail et un déjeuner RH en tout cas qui a été proposé en décembre avec les entreprises industrielles, mais également on a recoupé ce déjeuner RH avec les associations de notre territoire employeuses puisqu'il y avait des besoins communs, particulièrement sur les besoins de recrutement, management, sur les formations typiques ou par exemple formation technique sur tout ce qui est sécurité santé au travail. Donc ça aboutit à 2 formations proposées par un des centres de formation en 2026, donc asseoir sa posture professionnelle pour mieux collaborer en équipe et manager facilitateur d'une équipe. Donc ça, c'est des formations qui ont été proposées. Une, il me semble, qui a dû avoir lieu à la fin du mois de mars et la deuxième devrait avoir lieu prochainement. Je n'ai pas encore les dates, mais c'est quelque chose en tout cas qui a pu être traité. Et là, le dernier chantier, qui est plutôt sur le volet service qui peut être proposé aux salariés ou conciergerie, donc service public. Pour l'instant, c'est des choses qui sont en cours de travail, particulièrement sur la conciergerie avec l'entreprise à but d'emploi Noblatou qui a été déployée dans le cadre de Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Donc là, il y a des enquêtes en cours, on va dire, d'instruction pour permettre de connaître le besoin exact qu'il peut avoir auprès de la population et des entreprises. Et sur le volet des services publics, pour l'instant, c'est une fiche action qui est un peu en stand-by puisque pour l'instant, on n'a pas réussi à avoir des contacts avec certaines structures. Donc, c'est quelque chose qu'on va reprendre. Mais en tout cas, les perspectives, donc l'idée, c'est d'aller quand même encore plus loin sur cette coopération. Donc, c'est vrai qu'on est dans la réflexion sur le nouvel appel à projet, sur le prochain parcours marque employeur. Maintenant, sur le temps des questions, je voulais quand même préciser que nous avons parmi nous, et vous avez peut-être déjà vu un petit peu les ressources qu'elle a pu partager dans le chat, Élodie Lang, co-directrice de la CRES, qui est là pour représenter Terre de Coop, dont parlait tout à l'heure Sophie. Et nous avons peut-être, alors là je suis moins sûre, mais peut-être que Jenny et Sophie, vous pouvez me guider, une personne de la RACT qui est présente. Plusieurs personnes. D'accord. Et peut-être qu'il y a une personne qu'on peut mettre en présentatrice, parce que si jamais, pour qu'elle puisse parler, parce qu'en fait, sinon, on ne peut peut-être pas forcément parler, je crois. Et puis comme ça, si vous avez des questions les uns les autres pour Victoria, Léo, Jenny, Sophie, Alain, bien sûr, mais aussi, n'hésitez pas à interroger, si vous le souhaitez, Élodie, donc de la CRES pour Terre de Coop sur le volet plutôt coopération territoire de cette deuxième session du parcours marque employeur territorialisé, ou la personne, donc je ne sais pas Alors, son nom. je vois Virginie Penaud de la RACT, donc je donne la Parfait. priorité à Virginie, sachant qu'il y a aussi Armand Joly, je l'ai vu connecté tout à l'heure, qui a participé notamment à l'expérimentation sur le bocage bressuré et qui peut potentiellement aussi intervenir. Mais voilà, je laisse la priorité à Virginie. Armand, n'hésite pas à te manifester. Parfait. Donc, si vous avez des questions pour ces personnes-là, n'hésitez pas à les poser aussi dans les conversations, enfin dans le Q&R, et on donnera la parole, évidemment. Sur les questions qui ont déjà été récoltées, on a quelques questions, notamment de clarification. Donc, peut-être commencer par celle-là pour déjà que le propos soit bien compris par toutes et tous. La toute première question qui a été posée, c'était « Qu'entendez-vous par copartage » Je ne sais pas si c'était copartage ou oui, copartage, c'était dans les exemples d'actions sur les territoires, je pense, donc voilà. Notamment sur le bocage bressuiré. Il s'agit en fait le partage de véhicules par plusieurs personnes qui en gèrent l'entretien, l'usage en fait. Donc, c'est de pouvoir proposer ce type de service. Merci. Deuxième question, toujours sur les clarifications. Sur les territoires expérimentaux, quel était le profil du porteur du collectif ?
Alors, sur les territoires d'expérimentation, il n'y avait pas forcément de porteurs de collectifs. On a eu une première phase de co-construction et de test en fait de notre parcours. Donc là, les entreprises et les territoires ont plutôt été abordés par la région, c'est-à-dire on a désigné certains, on leur a demandé est-ce que ça vous intéresse de travailler sur ces sujets. Donc il n'y a pas eu de portage collectif. Et sur les 3 derniers territoires d'expérimentation, il y avait quand même alors pas forcément un portage identifié seulement, mais la démarche portée par le PETR, notamment Monts et Barrages, Vallée de la Dordogne, ou aussi sur le pays Périgord noir, où là, en effet, on avait l'initiative publique qui était motrice pour mobiliser. Mais contrairement à cette nouvelle mouture, on n'a pas travaillé l'aspect lors de l'expérimentation coopération et collectif d'entreprises en particulier. Donc là, c'est la nouveauté parce qu'on a vu que cette étape-là manquait aussi. Les entreprises avaient à cœur de travailler, de voir si en effet il y avait des sujets de mutualisation, d'aller plus loin là-dessus. Donc là, on propose dans cette nouvelle mouture aussi de travailler avec un collectif et éventuellement un leader qui se manifeste en effet, mais c'est pas non plus obligatoire. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair. Merci. Si jamais, effectivement, vous avez besoin de plus de précision encore, n'hésitez pas à reformuler des questions ou à demander encore plus de précision hein, dans les conversations, évidemment. Je continue. Concernant les entreprises présentes dans les premières grappes, alors, qui en fait ont, il me semble, postulé individuellement et pas par grappe à la première fois, mais qui finalement se sont peut-être trouvées à travailler ensemble. En tout cas, est-ce que les entreprises qui ont postulé à la première session avaient toute une autonomie décisionnelle localement, comme pour l'entreprise JL Coquet, ou est-ce qu'il y avait aussi des entreprises qui étaient rattachées à des grands groupes dont le siège pouvait même se trouver éventuellement hors territoire? Et est-ce que ce type d'entreprise a pu participer aussi? Et donc, comment ça s'est passé dans ce cas-là? Alors, on a des entreprises qui appartiennent à des grands groupes. On avait donc sur le territoire de Monts et Barrages aussi Seicapac, donc c'est un groupe espagnol. Mais en effet, il y avait la capacité décisionnelle, en tout cas sur ces sujets-là. On n'a pas eu de problématique en ce sens. Côté Aract, je ne sais pas si vous avez aussi un retour là-dessus, mais en effet, les entreprises avaient la capacité à agir sur ces sujets-là et à travailler avec le territoire. Oui, effectivement, je confirme, Sophie. En tous les cas, toutes les structures qui ont pu s'engager dans le dispositif et travailler en interne sur les différents sujets avaient la capacité de mettre en place derrière et la volonté de le faire. Et c'est une condition, en fait, pour que ce parcours soit efficient, j'imagine, ou Oui, pertinent. Tout à fait. OK. Donc, l'appartenance à un groupe n'est pas un frein, voilà, aussi. Voilà, oui, voilà, oui, tout à fait. Ce n'est pas un frein, mais il faut pouvoir mettre en place, évidemment, des solutions en local. Oui, j'entends, tout à fait. La question d'après, qui était qui va animer, accompagner les structures, me permet peut-être de faire un peu le lien pour que vous puissiez présenter un peu vos organisations et qui vous êtes, que ce soit du côté de la RACT ou de Terre de Coop, et votre place dans... Alors, vous en avez déjà parlé, Sophie et Eugénie, donc peut-être pas refaire toute la présentation tout à l'heure, mais si vous avez des éléments de complément à ajouter sur votre place dans ce dispositif, ça peut être intéressant de vous entendre. Virginie, vous voulez intervenir si vous voulez continuer sur votre présentation et la présentation de la structure, rapide, hein, et puis ensuite, Élodie pour la CRES. Je pense que ça peut être intéressant de nous entendre. Oui, donc rapidement, la RACT, Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, hein, on est sur tous les sujets d'organisation, de conditions de travail, de qualité de vie au travail et de mettre en synergie l'ensemble des acteurs d'une entreprise. Voilà. Et donc, on est partie prenante dans le dispositif depuis son expérimentation. Voilà, pour faire très court, Armand, n'hésite pas à compléter. Je ne sais pas Et si peut-être, Armand, Virginie, de décrire un petit peu, même en synthèse, les grands champs d'accompagnement, les grands modules que vous proposez. Ah oui, absolument, dans le cadre de ce dispositif, en effet, donc sur l'accompagnement individuel, donc à l'intérieur hein, des entreprises, il va y avoir plusieurs étapes. D'ailleurs, monsieur
Léo, pardon, Cochin, pardon, excusez-moi, monsieur, je n'avais pas noté votre nom, l'a indiqué. Donc, il y a des temps collectifs en entreprise pour faire un état des lieux ensemble. C'est environ 3 temps sur 2 heures et demie, 3 heures, où une équipe, un collectif d'entreprises issu de différents métiers va pouvoir venir partager ses points de vue et faire l'état des lieux, la photo à l'instant T de l'organisation, les métiers, c'est quoi nos atouts, c'est quoi nos pistes d'amélioration. C'est l'occasion à ce moment-là de faire émerger des idées. Donc, un diagnostic de situation avec 3 ateliers. Et derrière, à l'issue de ce diagnostic, où on a fait l'état des lieux, où on a déjà, je dirais, dressé quelques pistes d'amélioration ou d'action que l'on souhaiterait engager, on peut approfondir plusieurs modules, que ce soit la QVCT, l'aspect formation, les aspects écologie, environnementaux et travail, tout ce qui va être en lien avec les transformations aussi numériques, les valeurs de l'entreprise ou encore des sujets de communication. Voilà, pour derrière pouvoir être en capacité en interne de se dire, voilà, c'est quoi notre ADN, c'est quoi la force de notre collectif, c'est quoi notre savoir-faire, pour du coup derrière savoir devenir au sein d'un territoire avec l'ensemble des acteurs. Merci beaucoup, Virginie. Élodie, si vous voulez bien, peut-être vous présenter la Crester de COP notamment et la manière dont vous allez intervenir dans la deuxième session, parce que ce n'était pas le cas lors de la première. Ça va être Oui, une nouveauté. oui, tout à fait. Je représente donc la CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui depuis quelques mois travaille avec ses partenaires têtes de réseau à l'élaboration de ce collectif Terre de COP. Donc, comme l'a dit Eugénie, je crois au départ, on y travaille avec INAE, la coopérative des tiers-lieux, France Active, ATIS, le Fonds de dotation de l'économie sociale et solidaire, pardon, et puis récemment, il y a aussi PQNA qui a rejoint l'aventure. L'objectif à travers ce collectif dont la CRES va être chef de file, c'est vraiment de coopérer, de structurer un peu la coopération qu'on pratique et qu'on prône déjà très régulièrement, mais vraiment de le structurer à la fois entre nous, mais aussi de pouvoir instiller cette culture de la coopération sur les territoires. Et donc d'en faire vraiment un atout stratégique et pas une simple option. Donc l'idée, c'est de proposer 3 phases dans ce projet. C'est d'abord créer un pôle régional d'ingénierie et d'action coopérative entre ces têtes de réseau. Ensuite, c'est d'expérimenter l'accompagnement collectif de ce qu'on appelle de notre côté non pas des grappes, mais des îlots de coopération sur les territoires. Et c'est là qu'on peut trouver une articulation avec les grappes du PEMET. Et puis le dernier volet de ce projet, c'est déployer une offre mutualisée. Donc là, c'est plutôt une offre mutualisée d'accompagnement des coopérations entre acteurs territoriaux de l'ESS et hors ESS. Et donc là, c'est plus la question de la transférabilité de ce qu'on aura expérimenté. Donc l'idée, c'est l'articulation avec le PEMET va se faire en fonction des structures ESS qui sont repérées dans les grappes en question. Et puis, on va pouvoir accompagner ces grappes normalement à raison de 3 journées d'accompagnement sur vraiment la culture de la coopération, là pour le coup, en complément à ce que peut faire l'ARACT sur son champ de compétences. Merci, Élodie. On avait une question qui était à la fin de l'accompagnement, quel est le livrable pour les entreprises? Quelle est la finalité de cet appel à projet? Est-ce qu'il y a un livrable avec des pistes de mutualisation? Alors, on a quand même, cette question, elle datait d'avant certaines de vos interventions, Léo, et de votre intervention aussi, Virginie et Élodie, mais du coup, on a un peu défriché ce que ça a produit concrètement, finalement, cet accompagnement.
Donc peut-être qu'on a répondu en partie à votre question. N'hésitez pas à le dire si vous avez besoin de précision. Ceci dit, ça me fait quand même reboucler. Ça me permet de revenir vers une question pour vous, Léo, et qui était d'ailleurs celle qu'on avait prévue, c'est pour ça. Si vous voulez dire quand même une chose que vous retenez en particulier finalement de cet accompagnement, de manière très synthétique, une chose qui pour vous a été essentielle, une chose que vous retenez du côté de l'entreprise après cet accompagnement, ce serait quoi? C'est dur comme question. Je dirais que une des grosses conclusions, c'était de mettre en place un livret d'accueil dans l'entreprise. Alors, pas simple de se focaliser là-dessus, mais en tout cas, c'est des choses qui sont importantes pour que on n'oublie pas que quand quelqu'un arrive, il est complètement ignorant sur la vie de l'entreprise, quels sont les codes, quelles sont les habitudes de travail, alors que nous, on y est depuis plusieurs années et on sait comment ça fonctionne, quels sont les rouages. Donc, c'est important de communiquer. Dans ce livret d'accueil, on veut y mettre nos valeurs, quelles sont nos principes, quels sont nos fondements, parce que c'est pas juste, voilà, bienvenue chez nous. Non, il y a des valeurs pour travailler dans cette entreprise-là et on veut que chacun ait conscience de ce que c'est. Voilà. Merci. Alors, il est 22. On a encore plusieurs questions, notamment sur les questions d'éligibilité et de modalité. Ce que je vais faire, je vais en choisir une ou deux selon le temps qu'on a pour avoir quelques minutes pour conclure et pas dépasser. Mais après, n'hésitez pas sur des questions comme ça très concrètes, aussi de modalités de candidature, à écrire à l'adresse générique que vous ont partagé Sophie et Julie tout à l'heure. Et je ne sais pas si on l'a mise dans le chat déjà. Alexia va la mettre, c'est parfait. N'hésitez pas à y écrire pour les questions comme ça très concrètes d'éligibilité et de modalité. Je pense que Jenny et Sophie pourront vous répondre aussi par ce biais-là encore à l'issue de ce webinaire. Donc, pas d'inquiétude si vos questions n'ont pas trouvé de réponse tout de suite, elles en trouveront par ce biais-là. J'en prends quand même au moins une. Alors, une question sur l'éligibilité, pardon. Qui peut déposer la candidature? Est-ce que c'est pour tout type de statut, de secteur, y compris le secteur public en tant qu'employeur, puisque ce sont près de 1/3 des emplois en territoire rural. La personne pense notamment à un club RH en création sur un territoire, sur une zone d'activité, géré par l'agglo, mais qui n'est pas encore formé et qui n'est pas prévu de créer une association. Est-ce que dans ce cas-là, l'agglomération que cette personne représente peut candidater pour le compte de ce groupement? Et quelle est selon vous l'échelle territoriale pertinente pour participer au dispositif? Ces deux questions en une. D'un côté, le statut des personnes qui candidatent et de l'autre, quelle est l'échelle territoriale pertinente qui recoupe, pardon, je me permets d'aller au bout, comme ça vous allez pouvoir répondre aux deux en même temps, avec la question d'après qui était la grappe peut s'entendre à quelle échelle? Un EPCI, un PETR, une commune. Donc on a deux questions en fait, la question de l'échelle et la question du statut. Je peux commencer à répondre et Sophie, tu complètes. J'ai répondu en partie aux questions sur le chat sur l'échelle, c'est celle de la proximité. Je dis environ 20-30 minutes en voiture. L'idée, c'est que les gens puissent se rencontrer en réel, hein, qu'on soit sur des possibles rencontres territoriales. Et donc, c'est l'échelle du bassin de vie, quoi. Globalement, on n'a pas délimité d'échelle administrative. C'est plutôt une échelle logique de coopération, celle qui semblera à la grappe, en tout cas, une échelle pertinente pour travailler en distanciel, mais aussi en présentiel ensemble. Qui peut candidater sur les acteurs publics? Alors non, pas en première ligne, puisque le PMET cible les entreprises, hein, mais les acteurs publics peuvent se retrouver dans la brique territoriale, hein, dont parlait Elodie, l'activation de coopération et d'alliances publiques-privées. C'est bien là que c'est intéressant. Mais pas sur l'accompagnement individuel à RACT, en tout cas pas dans le cadre de ce dispositif. Et qui porte la candidature? Alors, ce sont des candidatures collectives. Il n'y a pas vraiment de chef de file, ou en tout cas, s'il y en a, il n'y a pas de responsabilité spécifique dédiée au chef de file, ce qui n'est pas le cas de consortium qui porterait, par exemple, des subventions, des projets pour des subventions, qui là, le mandataire a une responsabilité légale, administrative, etc. Là, on est vraiment sur des collectifs informels. Donc, vous verrez dans le formulaire de candidature, en fait, il y a d'abord 5 jusqu'à 5 petits formulaires, tout se joue hein, sur un seul lien, évidemment, hein, mais c'est d'abord la description individuelle de chaque entreprise, ce qu'elle fait, quel est l'intérêt pour elle, et après, collectivement, qu'est-ce qui vous rassemble, qu'est-ce que vous souhaitez faire ensemble. Ce sont des formulaires assez simples. On a cherché de faire les choses le plus facile possible à ce stade, il n'y a surtout pas d'informations administratives.
Donc, voilà. Après, il peut y avoir quelqu'un qui facilite la saisie de ces informations sur le formulaire. Donc là, ça peut être un club RH, ça peut être une collectivité qui va permettre de soulager un petit peu les entreprises dans cette action-là de saisie du formulaire en collectant les informations à la fois individuelles qui sont demandées et collectives pour candidater d'ici au 1er juin. Sophie, est-ce que vous voulez compléter? Juste pour faire le retour d'expérience sur Monts et Barrages, par exemple, puisqu'on a des acteurs autour de la table, c'est vrai que le travail en séminaire partenarial, aussi sur la coopération, la proximité facilite les choses, c'est-à-dire que les entreprises étaient à 20-30 minutes. En effet, on a vu sur Pays Périgord Vert, en effet, un territoire beaucoup plus grand. Et là, les séminaires se sont organisés sur le territoire, mais on n'avait pas non plus toujours les mêmes entreprises ou toujours les mêmes acteurs, puisque le territoire étant très grand, c'est plus compliqué, mais ça peut se faire. Donc voilà, l'échelle territoriale, il n'y a pas d'exigence. Par contre, c'est vrai que nous, région Nouvelle-Aquitaine, on a une politique aussi, une action territoriale qui est menée auprès des territoires de projet. On finance de l'ingénierie pour aider au développement de ces territoires et généralement, ça a une échelle au-delà de la communauté de communes, à l'échelle d'un territoire de projet comme les PETR, les pays. Donc, on va aussi se raccrocher aux stratégies existantes, aux dynamiques existantes et à l'ingénierie mobilisée et financée par la région. Est-ce que je peux compléter un petit peu sur ce C'est sujet-là? parfait parce que j'allais vous donner la main pour la conclusion. Donc, très bien. je vous laisse compléter et comme ça, ensuite, je vous laisse enchaîner sur votre conclusion. C'est parfait. Non, mais donc pour rebondir effectivement sur cette question de quel périmètre, j'avais un petit peu dans mes propos liminaires parlé voilà, de 20-30 minutes et nous c'est le cas. Moi je crois, et je reviens, je l'ai dit aussi dans mes propos liminaires, pour que ça marche, et même si je l'ai dit, c'est pas une baguette magique, mais c'est un bel outil, je crois, que dont les territoires ruraux peuvent s'emparer. Il y a un échelon, c'est bien l'élu régional référent, hein, et je reviens à ce qui s'est passé sur notre territoire, ou plutôt sur Périgord Vert. Je sais que ma collègue et amie Colette Langlade a fortement porté le dispositif. Avec prétention, je pense que ça a été mon cas aussi. Et je crois que pour que ça marche bien, il faut aussi un portage politique. On a besoin de tout le monde, mais c'est bien au sens le plus noble de la politique, le rôle du politique que de faire ensemble, hein, parce qu'effectivement, et ça sera aussi un peu ma conclusion, c'est Léo l'a dit, je crois que c'est vraiment fractal, c'est-à-dire Léo Cochin a parlé de ce qui s'est passé dans l'entreprise, le salarié a besoin de, je crois qu'en tout cas, le mérite de ce dispositif aussi, et ça rentre dans aucun indicateur, aucun tableau Excel, c'est que sur ce qu'on a fait, moi je me rappelle de la première rencontre de lancement, Léo, vous étiez. On avait d'ailleurs tenu à ce que ça soit dans une entreprise et pas dans une salle d'assemblée délibérante, parce que c'était important pour nous, élus, d'aller dans les entreprises, avec aussi nos équipes d'ingénierie locale, avec les équipes de la région aussi. Et le premier mérite, c'était de mettre tout le monde autour de la table. Et je me rappelle aussi de la satisfaction qu'avaient les différents chefs d'entreprise, représentants des entreprises, de se dire, en fait, on est tout le temps tête dans le guidon à se préoccuper de quand est-ce qu'on va sortir, voilà, ou nos cartons pour ces capacs, ou nos produits en porcelaine pour coquet, ou que sais-je, je ne vais pas vous faire la liste à l'après-vert, mais on ne prend jamais le temps de discuter entre nous de nos problématiques. Et effectivement, les problématiques qu'on a retrouvées entre entreprises, se comprendre aussi parce que aucune entreprise ne vit aujourd'hui sur une île déserte, aucune collectivité ne vit sur une île déserte. Et quand on parle aujourd'hui aussi par exemple, d'entreprises qui passent à 4 jours, ça peut être des enjeux sociétaux, des demandes, il faudra que nous, en tant qu'élus locaux aussi, on adapte nos services. Parce qu'une entreprise qui va passer à 4 jours, ça veut dire qu'il faut qu'elle réfléchisse aux services périphériques, parce que si on met 4 jours en 5, eh bien, il faudra que les amplitudes horaires soient un petit peu plus grandes. Il faudra donc peut-être repenser nos services périscolaires. Il faudra repenser, voilà. Donc, en fait, et je crois que rien que ça, c'est aussi un espace de dialogue entre l'économie locale, et on en a besoin sur le territoire, mais aussi nous, élus. Voilà.
Et ensuite, pour reprendre les propos de Victoria, nous, j'espère bien, on passe par une phase d'installation de nos diverses gouvernances, les conseils municipaux, les Comcom, le PETR, et j'espère bien effectivement qu'on pourra aller à la série 2, à la saison 2 du plan du parcours marque employeur territorialisé, parce que c'est effectivement un bel objet, on a encore des choses à faire. Ça a aussi permis les entreprises, nous ça a permis de faire revenir des gens autour de la table, France Travail, etc., qui avaient un petit peu aussi abandonné nos territoires avec des permanences qui souvent sont plutôt sur Limoges ou éloignées, et donc de remettre tous les acteurs de l'emploi autour du territoire. C'est aussi intéressant. Voilà. Donc j'engage vraiment les territoires à candidater. On sait qu'il n'y aura pas beaucoup de lauréats, mais là aussi, si c'est des politiques publiques qui marchent bien, je ne doute pas de la future volonté du président Rousset, des vice-présidents Karine Desroses, Laurence Rouette, pour aussi mettre un peu plus de moyens sur ces sujets qui sont aussi des sujets sociétaux. Merci beaucoup pour cette conclusion. Il est 12h32, on est bien. On va pouvoir terminer. Je reprécise que vous allez recevoir prochainement un mail avec les ressources, les supports et que le webinaire sera en replay sur notre site. Si vous avez des questions dans la continuité de ce webinaire si vous avez notamment sur les questions de ressources, mais pas que, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse email qui va s'afficher ou qui s'est affichée dans le chat. Vous direz également qu'au sein de Pays Quartier Nouvelle-Aquitaine, mon collègue Christophe Rochard, qui est son contact est dans le chat également, chargé de mission démarche territoriale pour l'emploi, peut aussi être un interlocuteur intéressant pour vos questions dans ce domaine. Voilà, je vous remercie. Je remercie évidemment Monsieur Darbon. Je remercie Victoria, Léo, pardon, excusez-moi, Sophie, Eugénie, Virginie et Élodie pour vos interventions. Je pense que ça a permis d'éclairer et de clarifier plein de points et de pouvoir se projeter dans la démarche. Voilà, n'hésitez pas à contacter sur les différentes adresses qu'on vous a données dans le chat et à revenir vers vous si vous avez besoin de plus de précisions. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne journée. Et merci Marie-Lise et Alicia et Merci. toute l'équipe de PQNA de nous avoir permis de réaliser ce webinaire. Merci beaucoup. Bonne Merci à journée. vous. Merci.